Juin 2026. L'ancien officier de renseignement David Grusch, l'un des principaux lanceurs d'alerte sur les ovnis, a lancé un appel à la transparence aux côtés de plusieurs élus républicains et démocrates. Les 2 premières vagues de déclassification publiées sur le site du ministère de la Guerre, war.gov/UFO, ont laissé beaucoup de spécialistes et de militants pour la transparence sur leur faim. Le journaliste Jeremy Corbell menace de divulguer lui-même les dossiers qu'il a en sa possession s'il ne publie pas dans la prochaine vague de documents des informations sur la rétro-ingénierie et les engins non humains, ainsi que les questions sur des entités biologiques. David Grusch a réitéré ses allégations sur des programmes de récupération et rétro-ingénierie de véhicules d'origine non humaine, ajoutant « Les sujets dont nous discutons aujourd'hui ne concernent pas seulement la vie dans l'univers. » Le lanceur d'alerte a aussi dénoncé le blocage du processus de divulgation, maintenu par certains responsables au sein des agences gouvernementales, tout en laissant entendre que le gouvernement américain serait au courant de la présence de plusieurs formes de vie extraterrestres. C'est un continuum allant de formes de vie corporelles bipèdes à des formes de vie plasmiques sentientes, autrement dit, des êtres sur 2 pieds d'apparence humanoïde ou des êtres faits de plasma. Le mot « sentiente » signifie la capacité d'un être vivant à ressentir des émotions, la douleur, le bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Ce qui semble maintenant certain, c'est la présence de 2 camps nets et précis, de ceux qui veulent la vérité et de ceux qui la cachent. Restez sur cette vidéo après le générique si vous souhaitez en apprendre davantage. Faisons le point de ce qu'ils savent et de ce que nous, expérienceurs, savons. L'année 2011 a métamorphosé ma conscience à jamais. Hormis les signes de l'au-delà, les synchronicités et les heures miroirs, synonymes de l'éveil spirituel, j'allais vivre une expérience paranormale extraordinaire. Ce week-end-là, dans la maison de mon enfance et de mes proches défunts, un orbe lumineux de plasma, d'une bonne circonférence, silencieux et magnifique, se tenait à 2 mètres devant moi, en lévitation, en ouvrant la porte de ma chambre d'enfance. Quelques secondes d'observation, et l'orbe traversa la matière de la fenêtre pourtant fermée. Heureusement, mon ami situé au rez-de-chaussée l'observa de plus loin en train de rejoindre les cieux. Depuis ce jour, je ne cesse de rassembler le puzzle afin de trouver des réponses. En 2023, après une terrible épreuve, je prends conscience de ne plus garder enfouis ces secrets et de les partager. En 2024, je prends connaissance de d'autres expériences similaires et de plusieurs témoignages médiumniques indiquant à une appartenance à une race d'extraterrestres bienveillante. C'est la raison pour laquelle je souhaite vous partager toute cette expérience à travers ma chaîne. Miroir spirituel. Am I going to die? If there's anyone who deserves to keep living, it's you. Do you want to meet Jesus? No, thank you. Aware of the intention. Please, what time is it? Thank you, mister.
Bienvenue sur Miroir Spirituel. Pour ce 10e volet, je souhaitais faire un point depuis le lancement de la chaîne sur l'évolution de l'actualité ufologique et des orbes de plasma. Comme vous l'avez constaté, en préquel du générique, beaucoup de révélations se succèdent auprès des lanceurs d'alerte et tout ceci agit un peu comme de l'eau dans une casserole sous le feu, qui frissonne avant de connaître le véritable état bouillant. En effet, jamais le Congrès américain n'a été autant dans l'accélération sur le sujet ufologique depuis plus de 70 ans que les humains parlent de ces phénomènes de manière préoccupante. Non pas qu'il faut en avoir peur, je ne suis pas de ces partisans-là, vous le savez bien. Je dois dire que beaucoup de choses se sont passées depuis, et c'est ce que je vous invite à parcourir ici même, à travers cette émission. Celle-ci était un peu longue à se réaliser, par rapport à l'accoutumée. Mais j'ai dû faire face à plusieurs petits problèmes durant l'été, avec notamment mon dernier ordinateur qui s'est complètement rendu hors service. Malgré ça, j'ai eu le temps de réaliser quelques rencontres très intéressantes cet été, certes à distance mais enrichissantes, en lien avec cette même expérience, à savoir les orbes de plasma. J'ai donc pu assister à une visio à distance grâce à un YouTuber renommé que vous connaissez peut-être avec sa chaîne qui se nomme Ahmedsine TV. En effet, grâce à Rudy, j'ai pu converser avec une personne connue sous le nom de Geneviève Delpech. Et dois-je rappeler qu'elle est médium et écrivaine? Alors, j'ai pu converser avec elle au cours d'un atelier, à travers de nombreuses participations. C'est pourquoi je vous invite dès à présent, avec ce court extrait, le voici. On a Frédéric qui disait bonjour Geneviève et Rudy. Geneviève, j'ai vécu un même phénomène que vous. Vous Ah, avez vu en 2025 une sphère lumineuse très oh, proche de vous lorsque vous oui. promeniez votre chien. Il m'est arrivé la même chose en 2011, mais dans ma maison d'enfance à l'étage. Je venais un week-end en ouvrant la porte. Il était là. J'ai eu l'impression qu'il m'observait, puis il est parti en traversant la fenêtre. Un ami l'a vu depuis le rez-de-chaussée repartir au ciel. Avec le recul que vous avez, que pensez-vous de ce que c'était aujourd'hui, de ce que ça pouvait être, j'imagine? Alors, Merci. oh, alors moi, je vais raconter mon histoire. Puisque là, je vois effectivement une boule lumineuse, une sphère blanche, ça irradiait à l'intérieur, ça bougeait, c'était vivant, mais comme à hauteur de mon visage, face à moi. Et c'était le bonheur absolu, quoi. Ça communiquait, je peux pas dire ce qu'il disait, mais c'est bon, j'ai passé les étapes et après ça a disparu, c'est rentré dans le mur. J'ai eu la certitude que c'était un signe de l'au-delà. Alors, il y en a qui me disent que ce sont des extraterrestres, c'est des êtres d'une autre dimension. Finalement, peu importe. Moi, je crois que c'est un défunt, que c'était l'âme d'un défunt. L'essentiel, c'est que ça, c'est merveilleux. C'est quelque chose que je peux pas oublier et je remercie qu'on m'ait envoyé ce signe et je suis heureuse pour toi que tu aies eu ce signe aussi. C'est, c'est du bonheur, c'est bon, c'est beau. Voilà. Ce sont des boules blanches, lumineuses, moitié transparentes et en même temps ça vibre à l'intérieur, c'est incroyable. Et puis ça disparaît, bouf, comme ça traverse les murs. Et... Alors je ne sais pas si d'autres personnes l'ont vu, moi ce jour-là, parce que j'étais toute seule avec mon chien, je parlais à personne, j'avais pas d'amis avec moi, mais voilà, je sais ce que tu as dû vivre et je voudrais savoir si tu as ressenti du bien-être, si tu as ressenti de l'amour, un message d'amour en voyant cette sphère lumineuse, s'il te plaît, si tu pouvais me répondre. Bah, le plus intéressant, ce serait que tu lèves la main, comme ça on pourra interagir et on pourra revenir sur ton expérience. Mais ça me Et, rassure parce que c'est un phénomène assez rare quand même. oui, c'est Euh, très rare, ouais, ouais. c'est très D'ailleurs, rare. moi, je l'ai vécu en 2011 et j'ai beaucoup étudié ces phénomènes-là. Et Et qu'est-ce chaque que tu en as fois, conclu? Qu'est-ce que tu penses que c'était, toi? j'ai pensé la même chose que toi au départ, c'est-à-dire que ça pouvait être une entité. Hmm. Mais maintenant, avec le recul, peut-être qu'au travers de tout ce que je vois comme témoignage sur ce sujet-là, j'ai un petit peu changé d'avis sur le sujet et Et je tu rejoindrai peut-être plus ceux qui pensent que c'est écologique ou quelque chose comme peux ça. beaucoup Voilà. Mais penser. après, c'est un avis personnel, je n'ai pas, Non, mais tu n'es pas le seul. voilà, Beaucoup, c'est ça. beaucoup me disent que c'est beau. Allez, c'est une belle âme. Et c'est vrai que c'était vraiment magnifique. Et franchement, quand Magnifique. on vit ça, c'est
c'est incroyable. Est-ce que tu as C'est ressenti un contact, enfin, t'as pas un message, mais pas de message, mais comme si vous voulez communiquer, enfin, il t'examinait, j'ai comme l'impression qu'il m'observait, ouais. Donc du coup, je voilà, l'observais aussi, évidemment, parce que ça dure que quelques secondes. c'est ça. Et puis moi aussi, c'est pareil, il a traversé la matière de la vitre, de la Ouais. fenêtre, et il est parti après. Heureusement, j'avais un témoin parce que Te rappeler à toi-même, c'est, je pense, c'est, ouais. il y a un avant et un après quand on vit des choses comme ça, hein. Moi, je sais que je me dis, mais pourquoi on m'a montré ça? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça me conforte maintenant dans dans mon choix de vie. Et il faut que tu saches que c'est un message, très beau message que tu as reçu. Je le ressens comme ça aussi, hein. Et Voilà. puis Ben, je suis voilà, contente c'était que mon tu aies vécu message. la même chose que moi parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Mais bon, Non, je le constate aussi, mais je trouve des gens, mais c'est vraiment au fond de goutte, oui, c'est assez rare, ouais. Ouais, oui, c'est ouais, assez rare. Ouais, c'est vrai. Il faut témoigner, il faut dire les choses. exactement. On est innocent encore, on ne sait rien, enfin, on sait si peu de choses. Tu peux peut-être nous C'est vrai. communiquer le nom de ta chaîne, Frédéric, pour les curieux. Si vous voulez, Merci Frédéric. merci Merci, beaucoup à vous. merci. Bienvenue au club. Bienvenue au club. C'est ça. Alors, Alexandra, N'oubliez pas de liker afin de donner de la visibilité aux autres. Et si vous souhaitez être du voyage, n'hésitez pas à actionner la cloche pour connaître la future destination. Merci de vous abonner si vous souhaitez découvrir les prochaines vidéos et ne rien rater. Je dois dire que Geneviève est d'une véritable gentillesse. J'ai pu une nouvelle fois le constater au cours de l'atelier. Elle était prête à se déplacer chez une internaute afin de l'aider dans une situation personnelle difficile. Il faut préciser que c'était un atelier privé. Vous ne le trouverez pas sur YouTube, à moins d'y avoir assisté. Il était intéressant pour moi de noter son avis sur les sphères lumineuses avec le recul de nombreux mois. Même si sa réflexion sur le sujet diffère peut-être sur l'origine de ces orbes, elle n'en demeure pas moins aussi mystérieuse et captivante pour chacun d'entre nous, gardant des similitudes majeures. Il faut ajouter qu'il lui est arrivé de nombreuses choses et ce contact n'en est qu'un parmi d'autres. Peut-être n'a-t-elle pas pris le temps de plus pour enquêter sur ce phénomène. Geneviève n'est pas la seule avec qui j'ai eu un contact sur le sujet des sphères de plasma. Franck est un abonné de la chaîne et m'avait d'ailleurs signalé être tombé au début sur celle-ci par hasard. Je profite de saluer Franck au passage et je précise bien sûr qu'avant sa prise de contact, nous ne nous connaissions absolument pas. Avec son accord, je souhaitais raconter également son histoire. Pour vous, internautes, ça vous donnera un autre angle de vision de plus face à ce phénomène. Voici la vidéo, d'une durée de légèrement plus de 5 minutes. A tout de suite. L'histoire que je vais vous raconter n'est cette fois pas la mienne, mais celle de Franck. Celle-ci permet de comparer nos histoires de rencontres avec un orbe de plasma à moins de 2 mètres de nous, de constater ce qui est commun et ce qui diffère. J'aime ce genre de rencontre imprévisible car il fait avancer la réflexion en tant qu'expérienceur. Nous sommes dans les années 1983 ou 1984, selon la mémoire de Franck. La raison vague de l'année est parce qu'il était très jeune à ce moment-là, il avait entre 6 ou 7 ans. Nous situons cette histoire sur l'île de Beauté, en Corse. C'est là que résidait Franck à cette époque, dans une résidence de la ville d'Ajaccio avec sa famille. Au cours d'une nuit, Franck se situe dans la même chambre que son frère jumeau, qui dort profondément dans son lit. Franck, lui qui est à proximité, dort sur le dos. Tout est calme, il n'y a aucune agitation extérieure, ni bruit, ni aucun autre membre de la famille qui n'intervient dans cette chambre. Tout le monde semble dans le repos d'une nuit normale comme toutes les autres fois. Mais pourtant, Franck va ouvrir ses yeux. Il n'est pourtant pas somnambule, mais il sent une présence. Ce n'est pas le bruit qui le réveille, il n'y en a toujours pas. Est-ce son intuition ou est-ce l'éclat de lumière qui traverse ses paupières, qui lui fait ouvrir les yeux et qu'il va observer? Toujours est-il qu'en se réveillant, il aperçoit, selon ses mots, « Je vois une boule lumineuse de la taille d'un ballon de handball qui flottait juste au-dessus de ma tête.
Elle était d'un blanc pur et intense, mais elle n'éclairait pas la pièce. J'avais l'impression qu'elle me regardait fixement, comme si elle avait des yeux. Je sentais son regard posé sur moi. Alors, nous sommes d'accord que la taille est toujours difficile à définir. Petite parenthèse sur ce sujet. Sur mon point de vue, elle oscille et bouge, un peu comme un cœur qui se contracte et se décontracte, sans compter que son éclat lui donne de l'ampleur, à ce que je peux appeler un noyau. On peut comparer l'effet à un chat maigre, mais avec de longs poils qui deviendraient ébouriffés, ou un pont qui d'un coup déploie ses plumes. Sans pouvoir l'affirmer, j'ai l'impression que l'orbe contrôle sa taille. Mais revenons au réveil de Frank qui réalise soudainement qu'il ne dort plus et qu'il voit la sphère juste au-dessus de son visage. Alors il faut rappeler et souligner son jeune âge. Qui oserait affirmer qu'aucune peur ne pourrait nous traverser, à 6 ou 7 ans face à cette situation paraissant paranormale? Son réflexe est alors se retourner dans son lit, visage contre oreiller, sous le drap, pour ne plus voir ce qu'il venait d'observer. Mais la fuite visuelle n'arrêtait pas l'orbe pour autant. Elle cherchait à communiquer avec lui par le biais de la télépathie. Selon les mots de Frank qui suivent, j'entendais sa voix, directement dans mon esprit, qui me demandait de venir. Je me suis senti aspiré physiquement par elle. Malgré ma terreur d'enfant, une pensée très nette m'a traversé. Si je pars, je ne reviendrai plus. Il faut préciser ici que le terme « venir » est plus dans un sens qui est en adéquation avec le fait de se sentir aspiré et non pas le fait de changer de pièce ou de quitter l'appartement, bien entendu. Cette sensation de ne plus pouvoir revenir, nous pourrions nous poser la question suivante. Est-ce le mental, la peur ou l'intuition qui prédomine ce sentiment? Ici, nous ouvrons en plus une autre porte inconnue, celle de la télépathie et la sensation d'être aspiré. L'expérience de Frank n'est pas la seule dans ce domaine de ce que j'ai pu relever, à laquelle je raconterai brièvement, à suivre, un autre cas de rencontre afin de surligner et approfondir ce même ressenti qu'il a eu avec celui d'une autre personne qu'il ne connaît absolument pas. Après ce dialogue télépathique avec Frank qui ne souhaitait pas cette interaction, il a pu ressentir le calme de nouveau, puis s'est endormi. Alors, il semblerait que l'orbe lumineux n'ait pas eu le temps nécessaire pour aboutir à ce qu'il souhaitait probablement. En effet, environ à 1 semaine plus tard, l'orbe réapparaissait une nuit aux yeux de Frank et selon ses mots. J'ai eu une peur immense car je ne voulais absolument pas qu'elle recommence à me parler dans ma tête ou qu'elle me dise d'autres choses. C'est pour fuir cette voix et ce regard que j'ai sauté dans le lit de mon frère jumeau pour essayer de le réveiller en urgence. Mais au moment où j'ai tourné la tête vers lui, la boule a disparu instantanément. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, j'ai l'impression que c'était hier. Mes parents en ont rigolé à l'époque, alors j'ai gardé ce secret au fond de moi. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai les poils qui se dressent. Cette expérience a changé ma perception du monde et m'a donné une intuition et une ouverture d'esprit très forte. Je peux ajouter au propos de Frank, pour avoir échangé au téléphone avec lui, qu'il a développé effectivement une intuition, comme par exemple dire à quelqu'un de son entourage qui a perdu un objet chez lui, où celui-ci se trouve précisément, sans qu'il ne sache pourquoi ça lui vient en tête. Alors effectivement, après cet échange avec Frank, chacun de nous deux peut en tirer des conclusions avec autant de questions. Il y a des similitudes et aussi quelques différences, ainsi qu'avec d'autres cas similaires aux nôtres. C'est ce que je vous invite à écouter dans la rubrique suivante, celle du débriefing. Voyez-vous, l'histoire de Frank est très intéressante, parce qu'elle apporte un élément de plus au puzzle, si je peux l'appeler ainsi. La télépathie ou cette forme de connexion puissante semble être un ton encore au-dessus sur ce que Geneviève ou moi par exemple n'avons ressenti qu'une impression de recherche, de communication et d'observation. Mais voilà, l'histoire de Frank n'est pas la seule dans cette partie télépathique. Il est possible de constater une étape encore supplémentaire à travers l'un des commentaires que j'ai reçus sur la chaîne. Et cela ne s'arrête pas à cette seule constatation, mais le mieux est de le découvrir de manière illustrée, à travers cette vidéo que je nomme le débriefing. Avant de revenir sur le sujet global de l'ufologie, faisons une synthèse de toutes les interactions des expérienceurs
avec les sphères de plasma que j'ai pu connaître afin de se rapprocher petit à petit de cette vérité si mystérieuse. Cette vidéo dure 10 minutes. La voici. J'ai pu relever dans les commentaires, à travers la chaîne, un autre cas mélangeant des similitudes entre ma propre expérience et celle de Franck. Le cas d'une femme faisant un petit séjour à l'hôpital dans une chambre, partageant celle-ci avec une autre femme qui, elle, était en plein sommeil. Cette personne qui a vécu une expérience avec cette sphère de plasma avait son lit au plus près de la fenêtre. Elle vit à travers la fenêtre la sphère comme si elle l'observait. Elle a ressenti que l'orbe lumineux la cherchait. Tout comme dans mon cas, elle l'a vu traverser la vitre de la fenêtre. Mais c'était cette fois de manière inversée. Puisque la sphère rentrait, elle ne sortait pas. C'était comme si elle était aspirée par l'intérieur. J'avoue que son terme résonne bien sur la description, que j'en fais aussi. Dans mon cas, lorsque j'ai vu l'orbe sortir. Cela donne cette sensation d'aspiration en effet, mais du coup à l'extérieur, sur l'expérience que j'ai vécue. Tout comme moi, cette femme n'a senti aucune peur. La sphère lumineuse s'est placée au plafond comme pour une inspection de vue d'ensemble. Ensuite, elle s'est placée au-dessus, à 1 mètre de distance, du visage de la femme qui dormait. Puis elle est venue très vite se positionner sur la femme réveillée qui raconte cette expérience à la même distance du visage. Celle-ci a alors ressenti comme Franck, comme une communication mentale, une forme de télépathie probablement. La sphère attendait un accord, peut-être la même idée de la suivre, mais je n'ai pas eu ce terme. Quoi qu'il en soit, cette fois, cette femme, propre à son expérience, a ressenti que son aile intérieure acceptait cette idée. Il y a eu alors comme une fusion passant par le plexus solaire. Pour ceux qui ne savent pas, le plexus solaire est l'un des 7 chakras qui se situent dans l'abdomen, sous le sternum et le diaphragme. C'était également comme si son cœur aspirait ou inversement cet orbe aspirait son cœur. Mais le résultat était sublime, comme une piqûre d'amour intense. À ce moment-là, avec ce ressenti, elle est tombée à genoux sur son lit en pleurant et en demandant pardon de toutes ses forces. Puis elle s'évanouit avec la Bible qu'elle tenait entre ses mains. Le lendemain matin, au réveil, elle ne comprit pas pourquoi tout son lit était trempé, comme aspergé d'eau, alors que sa tenue et son livre étaient très secs et sans odeur. Elle précise que pour elle, tout ceci reste un mystère et ne raconte son histoire seulement qu'à ceux qui, comme elle, perçoivent les mondes parallèles. J'imagine qu'elle veut dire par là les mondes subtils ou invisibles. Je pourrais aussi ajouter en 2 mots une autre anecdote, un dialogue que j'ai eu également avec une Américaine, avec la traduction. Elle me précisait, suite à un contact avec une sphère de plasma, elle a développé des capacités de médiumnité. Si je devais faire un bilan à présent par rapport à ma première émission intitulée « Les orbes lumineux, d'où viennent-ils ?» Pour ceux qui l'avaient visionné, j'évoquais aussi les cas de Nora de Nurea TV et de Geneviève Delpech, la médium. Alors le constat pour ce type de rencontre est à souligner d'une certaine rareté. Je ne parle pas ici de gens qui aperçoivent dans le ciel ces orbes de plasma à des distances importantes. Non, j'évoque ici ce rapport et cette interaction entre 1 et 2 mètres, pas plus. Je relève des points communs qui se répètent entre nous. Le premier point, le ressenti que la sphère nous cherche nous, précisément, et non pas le voisin d'à côté, entre guillemets. Le deuxième point commun est celui de ne pas avoir de crainte, sauf dans le cas de Franck qui était un enfant, ce qui est logique. Le troisième point, l'intuition, les capacités potentielles, selon les vies de chacun, avec cette ouverture d'esprit sur le monde subtil et l'invisible. Il n'y a pas là, par exemple, une personne qui nie l'existence du subtil ou extraterrestre. En même temps, comment le nier après ce genre d'expérience, je le conçois. Mais c'était déjà le cas avant, pour ceux qui ont vécu l'expérience en tant qu'adultes. Seule notre interprétation de l'origine des orbes peut varier. Néanmoins, au travers les différentes recherches que j'en fais personnellement, je suis de ceux qui pensent que c'est ufologique. Pour quelle raison ? La première est que ces orbes de plasma ont été filmés depuis ces quelques années à de multiples reprises, certes, à de plus amples distances, vues dans le ciel. Elles peuvent se fondre dans la matière, rejoindre une masse plasmoïde plus importante et inversement en ressortir et se diviser dans des endroits différents. Elles peuvent ralentir leur vitesse puis accélérer à une vitesse phénoménale. Ce ne sont pas certains pilotes d'avions extrêmement rapides qui vous diront le contraire.
Ces sphères font partie des dossiers déclassifiés actuellement, autorisés par Trump. Je vous invite à y jeter un œil pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, sur Warpoint.gov en lançant la traduction de votre navigateur Internet. Deuxième raison, il semblerait qu'elles ont 3 fonctions distinctes selon mes observations, ou comme 3 sortes de missions différentes, si je peux les classer ainsi. La première fonction est de se montrer en un certain nombre d'orbes plasmoïdes dans le ciel, auprès des habitants de pays en guerre, comme c'est le cas en Iran. Des personnes non concernées peuvent aussi en apercevoir très haut dans le ciel sur les trajets que ces sphères effectuent. Leur deuxième fonction est l'observation autour de centrales nucléaires, de structures ou d'opérations militaires. C'est là que des pilotes peuvent croiser ces sphères. D'ailleurs, dans le passé, pendant la guerre, lorsque les Américains faisaient face aux Allemands et Japonais, il leur arrivait de croiser ces entités, pensant que c'était une technologie qui appartenait à l'ennemi, et cela dans un camp comme dans l'autre. Seul le nom changeait, et ils appelaient ce phénomène les Foo Fighters. La troisième fonction est de s'approcher de personnes de manière très proche afin de chercher une interaction ou une observation. Mais après constatation, ce sont des personnes précises, pas n'importe lesquelles. Si on comprend leur agissement vis-à-vis de nous, qui en devenons les expérienceurs. Preuve en est avec Frank, lors du deuxième passage de Boule lumineuse, elle ne s'intéresse pas à son frère jumeau, non, ou même à un autre membre de sa famille, mais uniquement lui et seulement lui, pour comprendre la raison de pourquoi nous précisément. Il faut effectuer ces recherches et ce n'est pas une mince affaire. Quels sont ces points communs? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou peu? Nous ne sommes pourtant pas vraisemblablement des personnes qui représentent une responsabilité pour la nation, ni représentants de la science, ni militaires, ni aucun statut important de l'État ou de pouvoir quelconque. Et plus encore, ces sphères savent où nous nous situons, ou mieux encore, elles savent le bon moment pour nous trouver le moment où nous sommes seuls, quitte à laisser un témoin à distance ou dans le sommeil. La première question qui me viendrait alors est « Quelle importance avons-nous à leur crédit ?» La troisième raison qui me pousse à croire aux ovnis et entités d'ailleurs sont les recherches et comparaisons faites au présent, comme au passé. Dans le passé, Billy Meyer, auquel je reprends son histoire avec ses contacts extraterrestres, dans l'émission numéro 5, la légende des Pléiadiens, il est l'un des contactés de ceux qu'on nomme les Nordiques. Il devient un habitué d'observation de soucoupes volantes métalliques. Mais un beau jour, il évoquera un moment de sa vie un vaisseau encore plus étrange, observé également par les campeurs autour de chez lui, en un moment inhabituel, qui l'inquiétera d'ailleurs, car c'est un vaisseau qui est fait de plasma, qui change du blanc avec d'autres couleurs successivement par instant, rappelant ces orbes de couleurs différentes observées aussi de plus loin dans le ciel, en pleine nuit par certains observateurs. Même la Pléiadienne en contact avec lui n'avait pas su lui dire directement de quelle origine appartenait ce vaisseau étrange. C'est seulement sur la prochaine interaction avec cette Pléiadienne qu'il apprenait que cela appartenait à une civilisation nettement plus avancée encore que celle des Nordiques, car ces êtres-là, différents des Pléiadiens, provenaient de la galaxie d'Andromède. Peut-être un détail pour beaucoup, mais je ne pouvais m'empêcher de faire un lien cohérent qui existe avec ce que disait Helena Danaan. Alors peu importe que vous lui apportiez du crédit ou pas, elle mentionne aussi l'appartenance des orbes, selon leur structure, à des civilisations différentes, dont les plasmoïdes à celles qui sont les plus évoluées et avancées que l'humain puisse apercevoir dans le ciel sur Terre. La certitude de 100% n'existe pas sur la crédibilité de ces dires, je vous l'accorde, mais avouons que les similitudes sont troublantes. J'accorde le crédit, toutefois, qu'elle-même peut s'inspirer de ces récits également. Mais il y a aussi certains médiums et Darilanka qui en parlent. Le Congrès américain admet ne pas savoir d'où viennent ces orbes de plasma. Ces orbes apparaissent à des périodes fréquemment ces dernières années dans le ciel, comme pour des observations d'engins plus volumineux que nous appelons soucoupes volantes, mais aussi sous d'autres formes comme cylindriques, triangulaires ou autres. Voici donc les raisons principales qui me poussent à croire aux ovnis et non à des entités défuntes ou spirituelles. Bien que le lien entre ces civilisations extraterrestres très évoluées et entités spirituelles peuvent aussi être proches, personne ne le sait au fond. Ce qui est certain, c'est que je croyais qu'en comparant des cas similaires d'expérience à la mienne, il y aurait moins de questions et plus de réponses.
mais force est de constater que je me trompe, parce que dès qu'une porte s'ouvre avec une réponse, elle cache également 2 autres portes derrière qui restent fermées et dans le mystère. Seules les suppositions perdurent. Après ce débriefing, il faut admettre que les taux du cartésianisme se resserrent de plus en plus sur leurs partisans. En effet, si ceux-ci s'accrochent encore à l'idée que les médiums ne sont tous et sans exception que des charlatans, que les expérienceurs ne sont que des fous ou des victimes d'hallucinations, que vont-ils trouver cette fois à redire sur les lanceurs d'alerte qui, je vous rappelle, sont également des témoins de faits ufologiques ou qui ont connaissance de certaines vérités cachées à la population. Nous ne sommes plus au stade ridicule de nous pointer du doigt comme des personnes qui entretiennent une théorie du complot. Dois-je rappeler les domaines très sérieux dans lesquels travaillent tous ces gens? Si aucune parole n'a de valeur aux oreilles des plus incurables sceptiques, se pourrait-il que le malaise se situe plutôt à ce niveau-là justement? Ceux qui pointaient du doigt en réduisant l'ufologie à une croyance ridicule et impossible. Certains leaders ont aussi tout simplement intérêt à chercher le silence et la non-divulgation. Mais qui sont ces gens? Vous êtes probablement pas sans savoir que ces derniers mois, des disparitions et des décès de plusieurs scientifiques ont été révélés. Ayant tous travaillé pour la rétro-ingénierie ou des probables avancées considérables pour le domaine spatial, qu'est-ce qu'ils ou qu'avaient-ils trouvé? Les endormeurs essaient de nous faire croire à un pur hasard, peut-être dans un cas ou deux, mais ici nous parlons juste de plus d'une douzaine de personnes. Juste au moment où l'ouverture de la divulgation des dossiers secrets ufologiques est déclarée. Personnellement, vous savez ce que je pense du hasard à travers la spiritualité. Ça n'existe pas. Rien n'est hasardeux, pour des raisons bien établies. Mais quelles sont ces raisons? C'est ce que je vous propose de regarder à travers cette réflexion, dans cette vidéo d'une durée d'un peu moins de 10 minutes que je nomme « Les suspicions ». Titre: Les suspicions. Suite au mystère des disparitions et décès des scientifiques de la NASA ces derniers mois, je vous évoque ma théorie personnelle. Je précise qu'il appartient à chacun d'avoir son propre avis. Ceci n'est que le mien. Pour le comprendre, je dois constituer des groupes de différence. Ces derniers se divisent en 3 grandes catégories. Elles se différencient par l'attente et la croyance face à l'idée de l'existence extraterrestre présente sur Terre, que la Terre est peuplée d'individus de ces 3 catégories et qu'elles se confrontent dans cette idée. Ce qui explique que cette opposition est en partie la raison que les extraterrestres ne se montrent pas au grand public, je veux dire par là de manière officielle. Mais les temps changent ces dernières décennies et le début d'un autre ère arrive bientôt selon ce que je pense. Alors quels sont ces 3 groupes? Le premier groupe est celui du dénialisme. Ces personnes sont non seulement profondément convaincues de l'inexistence des phénomènes ovnis et extraterrestres, mais elles bloqueront mentalement toute idée reçue de remise en question sur leur certitude, consciemment ou inconsciemment. Cette partie de la population a la nécessité absolue de ne pas modifier la codification de la perception de ce monde depuis leur enfance. Une remise en question chamboulerait totalement leur perception de la vie et leur habitude. Nier leur apportant la certitude, chaque jour, de maintenir la sécurité mentale et de garder le contrôle des situations. Leur atout majeur est la science cartésienne. Leur mental verrouille fermement cette prise de position. Pour ces derniers, ce qui est démontré par l'être humain de manière intellectuelle et pragmatique est obligatoirement la vérité. Pourtant, ces personnes oublient que l'humain, quel que soit leur niveau intellectuel, peuvent se tromper et surestimer ses connaissances. Je doute que le plus expérimenté des scientifiques des humains en l'an 1400, par exemple, ait pu admettre, sans douter, que l'homme puisse un jour obtenir la possibilité d'entrer un jour dans l'espace. Ces gens ont une barrière mentale liée à leur époque et à leur perception des 5 sens. Dans celle-ci, ces barrières sont la théorie du paradoxe de Fermi. En d'autres termes, puisque n'ont rien vu, ça n'existe pas, et quand bien même, la plupart seraient capables de nier ce qu'ils ont observé en décrédibilisant leur propre expérience. Les excuses ne manqueraient pas, comme la fatigue ou le fait de trouver une explication rationnelle qui s'apparenterait au phénomène. D'autre part, puisque l'humain ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, ou qu'il lui faudrait 1000 ans, par exemple, pour atteindre une exoplanète, leur affirmation serait alors que ça n'existe pas,
parce que les extraterrestres ne peuvent pas se déplacer jusqu'ici. Par définition, dans leur raisonnement, si l'homme ne peut pas, personne ne peut. Le curseur de l'ego est donc très élevé en plaçant l'homme en haut de l'échelle du cosmos. Ils argumentent avec d'autres explications également, comme le fait que certaines conditions manquent à l'appel pour un être humain pour vivre sur une exoplanète, comme l'oxygène, la pesanteur, le climat, une atmosphère, etc. Si l'homme ne peut pas, aucune existence intelligente ne pourrait y vivre d'après eux. C'est pourtant là toute l'erreur. Si l'humain paraît comme le plus évolué sur la planète Terre, il ne l'est très certainement pas dans le cosmos. Petite parenthèse. Ce groupe de dénialisme sous-estime certainement les capacités de d'autres existences avec le pouvoir du déplacement et des besoins nécessaires pour exister. C'est loin d'être de la science-fiction. Mais lorsque je vois ne serait-ce que des rapports des armées sur les ovnis et les orbes de plasma ou métallique ridiculisant la rapidité d'avions de grande vitesse, cela devrait déjà interpeller ces gens-là. Mais il est plus facile de nier ou de ne pas observer ces rapports avec des prétextes de ballons, d'effets météorologiques ou pire encore, considérer tous les témoignages comme absurdité, folie ou mensonge. Nous ne parlons pas pourtant de témoignages de personnes sortant de soirées festives ou obligatoirement enlisées dans des vies compliquées. Nous parlons de gens sérieux qui n'ont rien à gagner, pour les plus humbles, à divulguer ce qu'ils ont vu. Mais ils ont plutôt plus à perdre sur leur légitimité et leur intégrité. Ce n'est pas non plus pour sortir d'une routine d'une vie ennuyeuse ou chercher de la considération, car il existe bien d'autres solutions sans les contraintes de la divulgation pour en sortir. Le deuxième groupe réunit ceux qui ne nient pas forcément l'existence des ovnis et des extraterrestres, peuvent même y croire, mais ne les considèrent que par la crainte et la méfiance, ou pire pour d'autres, des potentiels risques, menaces, ou encore plus, des démons pour certains intégristes ou extrémistes religieux. Je nommerai ce groupe celui de l'inquiétude. Il faut savoir qu'un divulgateur peut très bien se situer dans ce groupe. Tout n'est pas une histoire de croyance, mais juste de curseur de la méfiance et de la crainte. Je ne prétends pas ici qu'ils ont forcément tort dans l'absolu. D'ailleurs, ils vous le diront fièrement que se méfier est l'atout des plus réfléchis, voire des plus intelligents. Effectivement, puisque cela ne peut pas être prouvé, mis à part pour ceux qui ont des capacités de souvenir de vies antérieures depuis l'enfance ou ceux qui ont des capacités de sortie hors du corps dans l'astral. Alors, ce groupe de l'inquiétude ne possède pas ces capacités, mais ils peuvent avoir des preuves. Faut-il forcément avoir des capacités pour ne pas craindre les apparitions d'ovnis et civilisations venues d'ailleurs ? La réponse est non. Tout est question de ressenti. Bien que ce groupe est celui de la méfiance, il discerne bien les possibilités venues d'ailleurs et a peut-être une mémoire enfouie dans l'inconscient qui fasse ressortir cet état de crainte par rapport à un souvenir lointain de vie d'ailleurs qui se traduirait comme un instinct, voire une phobie inexpliquée ou encore avoir été victime d'un enlèvement. Ce côté antérieur peut être la raison principale de la méfiance inscrit dans la mémoire de l'âme également. C'est par ce fait qu'il ne s'agit pas de croire que toute vie sur des planètes lointaines soit celle des bisounours ou radieuses. Je pense même que nous pouvons trouver pire que la Terre malheureusement. Il existe probablement, avec autant de probabilité, des planètes sous forme de vie, de prédation avec des niveaux plus basses en vibration encore. C'est par ce constat que j'en viens à ce troisième groupe, celui des optimistes. Faut-il avoir des capacités pour être dans ce groupe ? La réponse est un grand non. Juste une conviction suffit. Mais alors, d'où provient cet optimisme ? Est-ce une pure naïveté ? Peut-être pour certains cas et pour l'idée de ce que les deux autres groupes en font. Mais pourtant, même là, il n'y a pas de hasard. Si je disais précédemment que tout était une histoire de ressenti, il en va de même pour ce groupe que le précédent. Ces personnes gardent également enfoui, inconsciemment, probablement pour la plupart, inscrit dans la mémoire de l'âme, les vies d'ailleurs. Sauf que là, le ressenti est tout autre, par des vibrations plus hautes, qui enchantent l'idée que des civilisations empathiques et remplies d'amour existent. Encore une fois et toujours, tout est une histoire de vibration. Dans ce cas précis, aux États-Unis, l'idée serait faussée, d'après moi, de croire que cette nation est justement unie dans les mêmes intentions, à l'idée de l'existence venue d'ailleurs ou de la façon de les voir. Ces trois groupes s'opposent continuellement, formant deux camps très nets. C'est ce que j'appellerais les divulgateurs face aux dictateurs du silence. Bien qu'il paraît très net la position des optimistes à être parmi les divulgateurs,
et l'autre position claire également du groupe du dénialisme, à se situer dans celui des dictateurs du silence, le groupe de l'inquiétude, lui, se divise en fonction de leur attente personnelle. Exemple, une personne inquiète qui a vécu une mauvaise expérience ufologique ou ne serait ce que quelqu'un qui en fait des cauchemars peut être un divulgateur. Dans un autre cas, une personne qui aurait vu un ovni dans le ciel ou ne serait quelqu'un qui s'est simplement documenté sur le sujet et qui sait que ça existe, choisirait le camp des dictateurs du silence. La raison est la crainte de bouleverser l'ordre mondial. Qui dit bouleverser les consciences, dit perdre le contrôle sur les aspects religieux, territoriaux et économiques. Cela gênerait ceux qui en tirent profit et bénéfice. Lorsqu'on réalise la possibilité d'appartenir à l'un de ces trois groupes-là, il est par conséquent clair que les attentes de chacun sont totalement différentes sur une révélation nette et précise de l'existence et la présence des ovnis sur Terre. Malheureusement, en termes de basse vibration sur Terre, tout le monde sait qu'elle va jusqu'à ôter la vie d'autrui, si elle juge nécessaire. Sans alimenter une théorie du complot, je ne serais pas étonné du tout, contrairement aux médias, que certaines disparitions ou morts ne sont pas naturelles, mais de manière volontaire, afin que le silence perdure le plus longtemps possible, tout au moins sur les plus grandes avancées scientifiques et les plus grandes divulgations. L'ouverture des dossiers confidentiels décidés par Trump ne sont qu'un apéritif qui ne montre pas le grand festin pour cette comparaison. Peut-être pour faire croire qu'ils sont du côté de la divulgation, mais qui au fond jouent un tour de manipulation en ne laissant que de vulgaires miettes. Rien n'est certain pour le moment. De toute façon, je reste persuadé que la vraie révélation ne viendra pas des humains, mais des extraterrestres eux-mêmes. Comme le disait si bien Brad Steiger à l'époque, « Si les êtres de l'espace souhaitent vous contacter, ils le feront, c'est eux qui choisissent. » Je suis certain qu'ils le feront, mais la vraie question qu'on doit se poser est plutôt « quand ?» Effectivement, la véritable question est quand. Pratiquement personne ne peut le dire, sauf peut-être une personne comme Dari Lanka, par exemple. Mais il n'est pas le seul. Certains des lanceurs d'alerte donnent aussi cette période de 2027. Plutôt curieux. De toute façon, si le premier contact mondial devait se réaliser en 2027, nous en serons bientôt fixés. C'est certain, je suis partisan pour que cela arrive vite. Mais si ce n'est pas le cas, nous devrons probablement en reparler. Pour le reste, nous pouvons compter sur de simples ressentis et des intuitions. La seule chose qui est certaine, c'est cette accélération de vérité qui cherche à sortir à cette époque. Est-ce que le gouvernement sort déjà quelques miettes pour préparer doucement le grand public? Ou ont-ils l'intention de tout divulguer? Ou d'essayer au contraire de nous endormir et de nous faire croire que seules les premières vagues de diffusion sont les seules vérités qu'ils détiennent? Rien n'est sûr, car qui détient vraiment l'autorité de la divulgation si ce n'est les dirigeants? David Grusch détient bien plus d'informations au sein de son passé au renseignement, bien sûr, mais il ne peut pas les divulguer sans autorisation, pris au piège par le serment du silence, des secrets des dossiers, sous peine de prison, et qui sait, peut-être pire, si on se fie à ce que sont devenus les scientifiques dans un laps de temps réduit. Donc la méfiance, elle est de mise. Pour terminer cette 10e émission, je vous propose de faire un ton plus léger avec la rubrique cinéma. Le film Disclosure Day est sorti en juin dernier et je vous fais part de mon avis personnel. J'ajoute également l'extrait d'un autre film, sans doute oublié du grand public, datant de 2009, qui n'a rien à envier à Disclosure Day. Voici la rubrique cinéma d'une durée de 7 minutes et nous nous retrouverons juste après pour clôturer l'émission. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Les données que j'étais chargé de protéger. Est-ce qu'ils sont humains? Non. Le film Disclosure Day était attendu par de nombreuses personnes liées de près ou de loin à l'ufologie. Je suis allé le voir pour forger ma propre opinion,
Je dois dire qu'on y passe un bon moment en tant que spectateur lambda qui n'attend rien de ce film, que de la distraction. Vous ne vous ennuyez pas, c'est du Spielberg et c'est bien amené. En tant que spectateur, je pourrais donner un 8 sur 10, ce qui est très correct. Cependant, si je devais noter ce film à travers l'expérience et la spiritualité, je donnerais juste un 5 sur 10. Pour quelle raison, me diriez-vous? Je vais vous l'expliquer par ces deux phases, le pour et le contre. Voici le pour. Tout d'abord, ce film échappe à la longue liste des films où l'extraterrestre joue le rôle de la terreur et de la destruction. Mieux, il évoque le sujet tabou de ceux qui ne souhaitent pas que la grande divulgation mondiale naisse au grand jour, par la crainte de bouleverser l'ordre mondial, à l'image de ces hommes vêtus en noir. C'est ce qui touche, à mon sens, une forme de vérité actuelle. Ce long métrage évoque aussi les messages longtemps ignorés ou snobés par la politique des dirigeants sur la maltraitance infligée à la planète. L'implication des acteurs principaux qui jouent absolument bien leur rôle, cela accentue la qualité de cette œuvre de Spielberg. Et si je devais donner l'atout numéro 1 de ce film, c'est celui-ci que je vous laisse le voir en images, à travers la parole de l'acteur Colman Domingo. Si c'est eux qui ont planifié tout ça, tu peux être sûr que c'est dans leur intérêt, pas le nôtre. C'est une vision du monde très étroite. Ne me prends pas de haut, s'il te plaît. Je ne fais que t'écouter, Noah. J'ai appris à développer cette compétence. Auprès de tes amis? Oui. Ils considèrent que l'empathie est un avantage sélectif dans l'évolution de l'espèce. Le plus crucial des avantages. C'est l'essence même de l'existence, selon eux. C'est notre rejet de cette valeur qui nous conduit tout droit à l'extinction. En effet, là où Spielberg semble être plus informé, c'est à ce niveau. L'empathie est en fait un ingrédient, si je peux employer ce terme ainsi, du taux vibratoire élevé. Et qui dit taux vibratoire élevé, dit connexion possible avec les êtres d'ailleurs qui ont des vibrations encore plus élevées. Maintenant, concernant le contre, ce film ne développe justement que très peu ses aspects positifs, il est englué dans une grande majeure partie du temps dans une course-poursuite qui est en vérité le véritable fil conducteur du scénario, et non la divulgation qui prend un quart de la place du temps dans le film. Là où Spielberg se félicitait d'avoir réalisé le film le plus réaliste sur le sujet ovni, mais pourtant, une fois de plus, il semble s'accrocher à la seule espèce qu'il a toujours crue. Pour Spielberg, les ovnis extraterrestres sont des gris. Pour vous en faire une métaphore, c'est un peu comme si vous regardiez la mer et ne voyiez que les poissons gris. Rien d'autre n'existe dans la mer, seulement les petits et grands poissons gris. Autre remarque, cette tendance qui perdure dans les films à garder la connotation religieuse dans le camp de la vérité. Au risque que ma parole ne déplaise à cette partie de croyants, que je respecte pour leur bienveillance, j'ai souvent expliqué malheureusement que les religions ont leur travers aussi. D'ailleurs, je projette un jour de débattre plus profondément sur les différences entre les religions et la spiritualité pure, qui n'est en réalité aucune des propriétés de quelles que soient les religions. Autre manie très ancrée en Occident et dans les films américains est ce détail qui a peut-être échappé à la plus grande partie du public. Justement, pour probablement trouver le personnage attachant et semblable à beaucoup de jeunes. Il s'agit de l'expérienceur garçon et son évocation au plaisir de la drogue. Ici, ce n'est pas un jugement, mais si on parle d'empathie reliée au taux vibratoire, il faut savoir que le fait de se droguer, tout comme l'alcoolisme d'ailleurs, fait baisser considérablement le taux vibratoire. Pour moi, c'est une incohérence par le biais du raisonnement spirituel. Mais il est probable que c'est mon esprit critique humain qui prend le dessus, alors ne vous focalisez pas dessus. Rappelez-vous que vous passez un bon moment si votre attente est la distraction. Si vous êtes film, je peux aussi vous proposer ce long métrage réalisé par Alex Proyas, datant de 2009 avec le titre Prédiction. L'acteur principal est Nicolas Cage. Alors attention, spoiler, n'écoutez pas la suite et l'extrait que je vais diffuser si vous souhaitez garder la surprise. C'est le seul film que j'ai pu voir qui évoque des extraterrestres de plasma. Alors certes, il y a un mélange de genres, un peu comme des Nordiques qui cachent leur aspect plasmoïde. Le film se conclut presque sur ce passage, tout le long est une énigme, mais c'est un long chemin de vérité sur l'homme sur la Terre à travers ce long métrage. Je finirai cette rubrique cinéma avec cet extrait.
C'est par ce genre d'extrait du film Prédiction que la confirmation d'une rubrique réalisée dans l'émission numéro 4, intitulée Extraterrestres, récits et immersion, prend davantage d'ampleur. Cette rubrique, au titre de l'origine de la science-fiction, explique que les scénarios de films naissent beaucoup à partir de récits et de divulgation des expérienceurs. Tout n'est pas que de l'imagination. Je suis persuadé que cette notion de plasmoïde ne naît pas de l'imagination du réalisateur. Mais il est certain que les réalisateurs mélangent tous les ingrédients de d'autres récits pour en faire une œuvre fictive. J'espère que ce deuxième volet vous aura aidé dans vos propres questionnements sur la partie ufologique. Pour d'autres, ce sera qu'un divertissement. Personne n'est obligé d'être prêt à y croire, chacun construit son chemin selon les tracés du contrat d'âme. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous retrouve bientôt pour une 11e réalisation. En attendant, gardons notre optimisme, cultivons nos intuitions, sans oublier de réfléchir bien sûr. À très bientôt. Tant d'hommes et de femmes égarés par leur vision, de nombreux peuples du monde bercés dans l'illusion, perdus sur la terre, leurs âmes et leurs corps piégés dans le matérialisme, dans la dualité. L'argent, les guerres et les religions qui dominent la terre, c'est un immense spectacle qui s'achemine. Tous ces humains cherchant l'amour et la lumière, tout en affrontant la discorde et la misère. Alors que le temps n'est qu'une ample chimère, éveillons-nous pour transformer la terre. Il est grand temps d'observer l'invisible, d'écouter la voix du soi supérieur, d'élever ces vibrations intérieures. Tant d'hommes et de femmes privés de leur liberté par la dictature, le pouvoir et le mensonge. Tous ces élites ambitieuses par l'avidité de l'argent, du contrôle, faisant régner les songes. L'âme qui protège ces terres se réincarnera dans le pays de ses ennemis d'autrefois. Tu ne peux échapper à la somme de tes actes. Le karma est un miroir qui octroie des impacts. Alors que le temps n'est qu'une ample chimère, éveillons-nous pour transformer la terre. Il est grand temps d'observer l'invisible, d'écouter la voix du soi supérieur.